Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Un coup d'État a-t-il été déjoué au Soudan? Le Conseil militaire l'affirme, alors même que les négociations entre généraux et meneurs de la contestation vont bon train. La Nouvelle-Orléans s'apprêtait ce vendredi à faire face à la tempête tropicale Berry. Touristes et habitants sont sur le qui-vive. Un état d'urgence a été décrété dans la Louisiane. Donald Trump fait finalement machine arrière. Après plusieurs semaines de vives polémiques, le président américain renonce à ajouter une question controversée dans le prochain recensement aux États-Unis. Bonsoir à tous. Commençons par le Soudan, où le Conseil militaire affirme avoir déjoué jeudi soir une tentative de coup d'État, une annonce qui intervient alors qu'une rencontre entre les généraux et des meneurs de la contestation se tenait à Khartoum pour finaliser les termes d'un accord sur la transition. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. 12 personnes ont été interpellées et 4 écrouées. Selon le général Omar Jamal Omar, président du comité de sécurité du Conseil militaire, les officiers mis en cause ont tenté de s'emparer du pouvoir pour s'opposer à la mise en œuvre de l'accord que l'armée a conclu avec la contestation. Des officiers et des soldats de l'armée et du service national de renseignement et de la sécurité, dont des retraités, ont tenté de réaliser le coup d'État. Mais les forces régulières ont pu déjouer leur tentative. Cette tentative de coup d'État n'a cependant pas empêché la contestation et le Conseil militaire de continuer leurs négociations, a souligné le général Omar, qui précise que les deux parties ont tenu des discussions intenses ce vendredi. Elles ont par ailleurs décidé de poursuivre dès demain samedi les négociations. Les militaires qui dirigent le Soudan depuis le renversement du président Omar el-Béchir et les contestataires se sont entendus la semaine dernière pour partager le pouvoir pendant 3 ans jusqu'à la tenue d'élections. L'accord qui prévoit la formation d'un gouvernement d'experts et une enquête indépendante sur les violations des dernières semaines doit encore être finalisé et paraphé. Les Algériens étaient encore dans les rues pour manifester ce vendredi pour la 21e semaine consécutive contre le régime à l'issue d'une longue nuit de célébration de la qualification de l'équipe nationale pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce vendredi de manifestation massive est aussi le premier depuis l'expiration, le 9 juillet, du délai d'intérim à la tête de l'État confié par la Constitution durant 90 jours maximum au président de la Chambre haute, Abdelkader Ben Salah. Les avocats de la défense de Al-Hassan, ce djihadiste accusé d'avoir participé en 2012 et 2013 à la démolition de mausolées dans la ville malienne de Tombouctou et d'être responsable de viols et d'esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé. Ces avocats, disions-nous, sont montés au créneau hier à la Cour pénale internationale. Dans leur plaidoirie, ils mettent en avant le manque de preuves tangibles et la récusation d'un juge de la Cour. Je vous propose de suivre cette réaction de Marie-Hélène Proulx, l'une des avocates de Al-Hassan. Le procureur, ces derniers jours, a fait de lui un monstre. Et ce n'est pas du tout ce que nous avons connu de lui, et ce n'est pas non plus du tout ce que la plupart des témoins à charge racontent de M. Al-Hassan. Alors j'ai parlé et j'ai fait référence à des témoins à charge qui disent en fait que M. Al-Hassan avait bonne réputation, que son nom ne ressortait pas lorsque les gens se plaignaient du comportement des groupes armés, qu'il était une personne sans problème, timide. Nous avons attaqué les problèmes systémiques des accusations du procureur, les problèmes de notification, les problèmes de liens manquants, les problèmes de la qualité de la preuve,
les problèmes d'inexactitude, les problèmes d'attribution. Ces problèmes sont systématiques et se retrouvent dans toutes les parties du document quand on les charge. C'est au procureur de prouver qu'il a apporté la preuve nécessaire pour que les juges soient satisfaits qu'il existe des motifs de croire que les crimes ont été commis et qu'ils sont attribuables, M. Alassane. Le président français Emmanuel Macron a assuré jeudi que le sujet délicat de l'avenir du franc CFA pouvait être discuté de manière apaisée et sans tabou alors que les pays d'Afrique de l'Ouest ont confirmé leur intention de se doter d'une monnaie commune. C'est un sujet qu'on doit pouvoir ouvrir et qu'on a décidé d'ouvrir ensemble avec nos partenaires africains de manière apaisée, sans culte du symbole, sans tabou ni totem, a déclaré M. Macron à l'issue d'un débat à l'Élysée avec quelques 400 représentants des diasporas africaines de France, débat auquel participait le président ghanéen Nana Akufo-Addo. La justice sud-africaine a relaxé ce jeudi l'office de l'ancien président Jacob Zuma, Duduzane Zuma, qui était accusé d'homicide involontaire pour avoir provoqué un accident de route ayant fait 2 morts il y a 5 ans. Un tribunal de Johannesburg l'a déclaré non coupable des charges retenues contre lui. Duduzane Zuma est mis en cause dans plusieurs affaires de corruption qui visent son père, notamment pour ses liens avec la famille d'hommes d'affaires Gupta. Jacob Zuma lui-même doit comparaître lundi devant la commission qui enquête sur les scandales survenus sur sa présidence entre 2009 et 2018. On reste en Afrique du Sud pour parler du Freedom Front Plus, qui est un parti politique qui veut fonder une patrie blanche dans ce pays majoritairement noir. Il a créé la surprise en remportant 10 sièges de députés lors des élections du mois de mai. Et ces résultats ont révélé pour la première fois l'ampleur de cette montée en puissance de l'extrême droite dans la politique sud-africaine. C'est un reportage d'Anita Powell. Le récit est d'Abdouramandia. Le nationalisme blanc a pendant longtemps évolué sous les radars dans la vie politique sud-africaine avec des groupes d'extrême droite qui sentent que leur culture est menacée. Qui sont les victimes? Les Blancs. Point final. Les dernières élections générales montrent que le nationalisme blanc n'est plus étranger au grand public et au gouvernement. Le Freedom Front Plus a surpris plus d'un en remportant 2,4% des votes au scrutin de mai, avec 10 sièges sur 400 au Parlement. L'objectif du parti est de créer une terre pour la minorité blanche. Ces Afrikaners sont des descendants de Néerlandais qui se sont installés en Afrique du Sud il y a 4 siècles. At this moment, Afrikaners are under threat. En ce moment, les Afrikaners sont menacés. Le gouvernement de l'ANC blâme les Blancs pour tous les problèmes du pays. On assiste à un processus d'expropriation sans compensation. Les analystes expliquent que le discours et les concepts identitaires ont changé radicalement depuis la fin de l'apartheid en 1994. Ils ont du mal à se départir de cette histoire de suprématie. Je ne le dis pas parce que je suis foncièrement contre ce qu'ils font, mais parce qu'ils n'ont pas reformulé le sens de l'identité. Si être africaner dans les années 1970, c'est la même chose qu'être africaner en 2019, donc nous avons des problèmes. Ces dernières années, des personnalités du parti d'extrême gauche des combattants pour la liberté économique, la principale formation d'opposition, l'Alliance démocratique et l'ANC au pouvoir, ont aussi utilisé la question raciale pour galvaniser leurs partisans. C'est une claire indication de la poussée extrémiste dans la politique sud-africaine. Les performances du Freedom Front Plus sont un reflet de la réalité politique. C'est comme ça que la politique sud-africaine fonctionne. C'est grâce à cela que les autres partis se sont bien positionnés. Kronwald estime, lui, que son objectif immédiat n'est pas extrême, mais il appelle à la fin de la discrimination positive en Afrique du Sud.
Un nouveau départ annoncé dans l'administration Trump. Le ministre du Travail Alexander Acosta dans la tourmente pour sa gestion d'une affaire d'abus sexuels il y a une dizaine d'années a annoncé sa démission ce vendredi. J'ai appelé le président ce matin pour lui dire que je pensais que démissionner était la meilleure chose à faire, a déclaré M. Acosta dans les jardins de la Maison-Blanche. Alexander Acosta se voyait reprocher depuis plusieurs jours d'avoir en 2008, alors qu'il était procureur fédéral en Floride, négocié un accord en justice jugé trop favorable à l'endroit d'un riche investisseur en fonds spéculatifs. Et puis, selon le New York Times, le gouvernement fédéral lance à partir de dimanche une campagne d'arrestation et d'expulsion d'immigrés clandestins. Une opération annoncée depuis fin juin et réitérée ce vendredi par le président Donald Trump. Ces raids de la police de l'immigration doivent débuter dans une dizaine de villes et visent au moins 2100 papiers qui ont omis de se présenter à des audiences devant des tribunaux ou ont reçu des avis d'expulsion en février dernier. Selon le centre de recherche Pew, 10,5 millions d'immigrants vivaient illégalement aux États-Unis en 2017. Près des 2/3 sont dans le pays depuis plus de 10 ans. Restons aux États-Unis. Après plusieurs semaines de vives polémiques, le président américain a fait machine arrière. Donald Trump a renoncé hier à ajouter une question controversée sur la nationalité dans le prochain recensement aux États-Unis. Il a toutefois ordonné à son administration d'obtenir les réponses par d'autres moyens. Compte rendu, Sletika Hawk, récit Jacques Aristide. Le locataire de la Maison-Blanche demande à chaque agence du gouvernement fédéral de fournir au département du commerce tous les documents concernant le nombre de citoyens et de non-citoyens dans le pays. Grâce au décret présidentiel, nous allons pouvoir nous assurer que le recensement de 2020 générera un décompte précis du nombre de citoyens, de non-citoyens et d'étrangers en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas trop demandé. Pour le président, il ne s'agit pas d'un revers, car il ne relâche pas les efforts pour déterminer le statut de citoyenneté de la population américaine. Nous allons utiliser ces vastes bases de données fédérales pour obtenir un recensement complet, exact et précis du nombre de non-citoyens, y compris celles gérées par le département de la Sécurité intérieure et l'administration de la Sécurité sociale. Nous ne négligerons rien. Il indique que de telles informations permettent de formuler les politiques publiques appropriées dans divers domaines, comme la santé, l'éducation et l'immigration, un effort que les démocrates font tout pour bloquer, dit-il. Les démocrates d'extrême gauche de notre pays sont déterminés à dissimuler le nombre d'étrangers en situation irrégulière parmi nous. Le recensement définit le nombre de sièges par État à la Chambre des représentants et influe également sur le budget alloué par le gouvernement fédéral. D'après les détracteurs du projet, poser cette question sur la nationalité serait discriminatoire et pourrait donner un avantage électoral aux républicains. Cela aura un impact sur la représentation des jeunes pas encore en âge de voter, ainsi que sur celle des minorités, des gens qui ne sont pas citoyens. Cela servirait à créer des districts beaucoup plus favorables au Parti républicain, parce que les gens qui votent républicains ont tendance à être âgés, blancs et ruraux. La Cour suprême a bloqué il y a 2 semaines l'ajout de la question, jugeant artificielles les justifications fournies par le gouvernement. Mais pour le président Trump et son procureur général William Barr, elle est parfaitement légale, sauf que les procédures pour la prouver ne pourront pas être achevées avant le prochain recensement. Et puis la livraison à la Turquie des missiles S-400 a commencé ce vendredi dans une base aérienne d'Ankara. C'est ce qu'annonce le ministère turc de la Défense dans un communiqué. La Turquie avait rejeté mercredi une énième mise en garde des États-Unis concernant l'achat de ces missiles russes, appelant Washington à ne pas prendre de mesures susceptibles de nuire aux relations bilatérales. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, au sommaire. Au Maroc, ces magnifiques poteries artisanales ne se vendent peut-être plus trop comme avant, mais grâce à ces techniques ancestrales, Mama Aïcha tente de perpétuer son savoir-faire. Et cette inspiration musicale qui nous vient d'une prison du Burkina Faso, alors qu'il purge une peine de 5 ans d'emprisonnement pour fraude, ce détenu s'est lancé dans la musique et ça marche. En sport, Cannes 2019, chaque but marqué par l'équipe nigériane à partir des demi-finales leur rapportera 75 000 $. C'est la juteuse offre mise sur la table par Ali Dangote et un autre homme d'affaires du pays. Transparency International et Afrobaromètre ont lancé une nouvelle édition du baromètre mondial de la corruption en Afrique. Il ressort des conclusions de cette 10e édition mondiale de l'indice de perception de la corruption pour l'Afrique que la corruption augmente sur le continent et que les gouvernements ne font pas assez pour l'éradiquer. Selon Paul Banaba, conseiller régional pour l'Afrique de l'Est de Transparency International, interviewé par nos confrères de la Deutsche Welle, combattre la corruption signifie aussi que les citoyens ont la responsabilité d'être des individus intègres. La République démocratique du Congo, le Libéria, la Sierra Leone, le Cameroun et l'Ouganda sont les 5 premiers pays en Afrique où la corruption sévit durement. La police reste aussi l'institution la plus corrompue en Afrique devant les membres du gouvernement et les parlementaires. Après avoir lancé ses services au Nigeria et au Ghana, Uber pense maintenant s'installer au Sénégal, précisément à Dakar. Mais dans un marché déjà saturé par les taxis et des conducteurs qui n'ont pas de smartphone, l'entreprise américaine aura du mal à se faire une place. Voici le reportage de notre envoyé spécial sur place, Esha Sarai. Dakar, comme la plupart des capitales africaines, grouille de taxis. Presque partout dans la ville, à n'importe quelle heure, c'est facile d'en trouver un. Mais l'entreprise Uber voit une opportunité dans le secteur du transport au Sénégal. Et quelques Dakarois comme Sangone sont d'accord. Oui, ça peut marcher ici, mais il va falloir qu'on y mette beaucoup plus d'organisation parce que ce n'est pas aussi organisé qu'aux États-Unis. Par exemple, si quelqu'un veut venir me voir chez moi, je ne peux pas lui dire où ma maison est située sur la carte. Donc je vais lui dire, si tu viens en face de l'école telle ou bien à la station, je vais venir te chercher. Comme il n'y a pas forcément d'adresse fixe dans la capitale du Sénégal, les passagers et conducteurs n'utilisent pas souvent les cartes ni les applications de navigation. Par ailleurs, la plupart des chauffeurs de taxi n'ont pas de smartphone. Beaucoup d'entre eux ne savent pas comment fonctionne l'application Uber. Mais Gorasen, chauffeur de taxi, pense qu'il aimerait quand même travailler pour eux. Cela peut bien marcher s'ils ont leur propre conducteur. S'ils ont de l'expérience dans le domaine, ils peuvent s'en sortir. On pourrait travailler ensemble. C'est possible, mais cela dépend de ce qu'ils proposent. Un autre Dakarois, M. Jay, pense que Uber peut bien marcher dans cette ville car il y a déjà des services, comme Allo Taxi, à Dakar qui font à peu près la même chose. Évidemment, il y a d'autres compagnies qui le font, mais je pense que s'il y a une autre compagnie qui va venir pour faire ça, donc de un, il y aura une concurrence, certainement les prix seront plus abordables pour le Sénégal et lambda. Uber est optimiste. L'entreprise qui est déjà présente dans 23 villes africaines compte s'installer dans la capitale sénégalaise. Des responsables ont affirmé à la VOA qu'ils ont confiance en une conception collaborative qui profiterait aux consommateurs et à leur ville. Isha Sarai, VOA Afrique, Dakar. Au Maroc, les magnifiques poteries artisanales de Mama Aïcha se vendent de plus en plus rarement. Mais grâce aux réseaux sociaux, cette technique ancestrale attire les étudiants du monde entier. Dili Diko raconte.
Au pied des montagnes du Rif, Mama Aïcha apprend à ses apprentis l'art de la poterie avec des techniques qu'elle tente de perpétuer au fil des années. Nous aidons Mama Aïcha à collecter l'argile, nous observons le processus de fabrication de cette boue d'argile, nous faisons quelques petites choses par-ci par-là et elle nous apprend les différentes étapes de cette pratique. Mama Aïcha explique que son métier n'intéresse pas la jeunesse marocaine. Les jeunes ici ne veulent pas se salir les mains avec de l'argile. Ils préfèrent être des fonctionnaires avec des salaires fixes. J'aide ceux qui veulent apprendre, mais je ne peux rien faire pour ceux qui ne veulent pas. Son savoir-faire, Mama Aïcha est ravie de le partager avec toutes les générations. Je dois perpétuer cet héritage de ma mère. Cette profession ne doit pas disparaître. La poterie traditionnelle est fortement concurrencée par la production industrielle. Avec l'invasion de plastique, maintenant c'est difficile de commercialiser la poterie. Il reste quelques-unes, 6 ou 7 femmes, mais elles sont plus âgées. Mama Aïcha espère que la tradition qu'elle porte ne disparaîtra pas d'aussitôt et que la poterie à la marocaine trouvera un nouveau souffle. Parlons à présent sport, parlons CAN 2019 et parlons surtout du dernier carré des qualifiés et des matchs qui commencent dans 2 jours. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Il n'y a pas de match aujourd'hui et demain. Les regards sont désormais tournés vers les demi-finales qui vont se jouer dimanche donc au Caire. Le Sénégal fera face à la Tunisie à 16h temps universel et le Nigeria jouera l'Algérie à 19h. Tous les moyens sont bons pour motiver les joueurs qui ne sont plus qu'à une étape de la finale. Le régime nigérien Aliko Dangote a promis de donner $50 000 pour chaque but que l'équipe inscrirait. En demi-finale contre l'Algérie, Femi Otedola, un autre maillot du pétrole nigérien, a lui aussi promis de récompenser les Super Eagles à hauteur de $25 000 par but inscrit pendant le restant de la compétition. Chaque joueur a déjà perçu au moins $72 000 de bonus et de dons pour les performances exceptionnelles de l'équipe. Sénégal, Tunisie, puis Algérie, Nigeria. Les demi-finales de la première CAN à 24 équipes offrent un plateau inattendu sans l'Égypte, pays hôte, mais avec quatre ambitieux qui n'ont pas ou non plus levé la coupe depuis longtemps, sauf pour les Super Eagles. Suivez. L'Algérie est arrivée sur la pointe des pieds après une CAN 2017 ratée et son absence à la Coupe du Monde. Mais ses performances ont fait grand bruit. Sa victoire contre le Sénégal en poule, puis son quart épique face à la Côte d'Ivoire ont sorti les Fennecs de leur discrétion. Avant le Nigeria, une question demeure. La récupération, 2 jours complets avant le match, un de moins que les Super Eagles. Il va falloir se dépêcher et être très bon là-dessus, sur l'aspect de la récupération. Ensuite, voilà, il va y avoir des ressources psychologiques qu'il va falloir aller chercher. Les Super Eagles, eux, planent à nouveau, champions en 2013. Mais absent des 2 éditions suivantes, le Nigeria revient en demi-finale où il a ses habitudes. Pour sa 18e participation, c'est la 15e fois qu'il atteint ce niveau. Nous sommes heureux d'être en demi-finale. Nous avons 2 autres matchs. C'était notre objectif d'aller jusqu'à la demi-finale. Mais maintenant que nous y sommes, nous voulons aller jusqu'en finale. Le chemin a été aussi laborieux que l'attente a été longue pour la Tunisie. Sans avoir gagné un match de poule, les Aigles de Carthage ont retrouvé le dernier carré pour la première fois depuis 2004, l'année de leur sacre. Le bateau mené par Alain Giresse a beaucoup tangué, mais le quart contre Madagascar avec la nette victoire 3-0 le remplit d'espoir. Une réponse pratique pour le coach français de la Tunisie, très critiqué jusque-là. Je ne répondrai pas aux critiques. On est en demi-finale. Je crois qu'il y a d'autres grandes équipes, Égypte, Maroc, Cameroun, etc., qui voudraient être à notre place. Où nous sommes, nous n'avons volé à personne. Face aux Malgaches, les Aigles de Carthage ont montré une belle solidité défensive et en attaque, leurs leaders Youssef Msakni et Wabi Kazri ont été efficaces. Des promesses à confirmer devant le Sénégal. Voilà donc John, on va suivre cette demi-finale la dimanche et on en reparle lundi. Merci Yacouba et on vous retrouve donc effectivement lundi.
Après avoir enseigné les mathématiques au lycée pendant des années, Ginger Fleischer-Saunier s'est sentie prête pour un grand changement. Elle a donc décidé d'ouvrir une sorte d'espace d'amusement connu sous le nom de Escape Room, un jeu d'évasion dans lequel un groupe de personnes se rend dans une salle thématique et collabore pour résoudre une énigme dans un laps de temps déterminé afin de parvenir à s'échapper. Loin des salles lugubres que proposent certaines compagnies, Ginger a décidé de miser sur un thème hollywoodien à Washington. Maxime Moskalkov de la VOA s'est rendu sur place. Dilidico raconte. Ginger Fleischer-Saunier est propriétaire de cet espace de jeu appelé Escape Rooms ou salle d'évasion. L'ancienne enseignante, devenue femme d'affaires, a ajouté une touche hollywoodienne et ses chambres ressemblent à des plateaux de cinéma. Les participants entrent dans une chambre mise en scène autour d'un thème et doivent résoudre une série d'énigmes dans un temps donné pour réussir à s'échapper de la salle. C'est en Europe, avec son époux, que Ginger s'est prêtée au jeu de l'Escape Room pour la première fois. Elle a tellement aimé l'expérience qu'elle a décidé d'ouvrir son propre espace avec des salles d'évasion très glamour. J'ai décidé de sortir les salles d'évasion de l'obscurité, de supprimer les zombies, de mettre fin au fait que le jeu prenne place dans un sous-sol et retirer cette part de clandestinité. J'ai créé une belle salle, plaisante à la vue, respectueuse d'un thème et avec des énigmes pouvant être résolues. Aujourd'hui, Ginger possède 10 salles d'évasion dans la région de Washington. Les thèmes des salles incluent des films tels que La malédiction de la momie, SOS fantôme, La folie de Moriarty, entre autres. Tout objet dans la salle peut s'avérer être un indice pour résoudre une énigme et certains indices ne peuvent être vus qu'avec des outils spéciaux. Eh bien, c'est ma troisième fois dans une salle d'évasion, la deuxième pour mon fils. Ça nous a plu, les énigmes étaient bonnes, elles avaient tout un sens et elles restaient dans le thème de la salle d'évasion, ce n'était donc pas aléatoire. Les escape rooms sont apparus au Japon. Leur succès est devenu immédiat et la tendance a pris son envol aux États-Unis. Aujourd'hui, il y aurait plus de 2000 salles d'évasion à travers le pays et Fleischer-Saunier envisage d'en ouvrir d'autres. Et c'est avec ce reportage que s'achève ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellent week-end à toutes et à tous.